La Maison des Métallos présente de nouvelles rencontres inattendues autour des transitions sociétales et de l'urgence climatique. Confrontation d'idées, fabrique d'étincelles, déclencheur d'utopie, appel à l'action, ces soirées associeront des sociologues, des philosophes, des activistes, des poètes, des scientifiques et des artistes pour des débats en public. Voici une nouvelle rencontre fascinante autour de la magie, de l'hypnose et de l'anthropologie, explorant comment ces pratiques peuvent redéfinir notre compréhension du réel. Nos invités nous plongent dans les mécanismes de l'imaginaire et explorent les frontières floues entre réalité et illusion. Comment la magie et l'hypnose, si souvent reléguées au rang d'art de divertissement, peuvent-elles être repensées en tant qu'outils pour explorer la condition humaine et l'inconnu ? Comment techniques ancestrales d'imagination et dispositifs technologiques modernes peuvent-ils nous aider à mieux comprendre la conscience et ses multiples facettes ? Valentine Losso et Raphaël Navarro, artistes magiciens à l'origine du mouvement de la magie nouvelle, puisant leur inspiration notamment dans l'anthropologie et l'ethnologie, invitent Emmanuel Grimaud, anthropologue et chercheur au CNRS, pour échanger sur l'interaction entre magie, technologie et croyance. Programmée et animée par le journaliste Julien Thève, en partenariat avec Politis, cette rencontre sera l'occasion de découvrir ce que la magie a à nous apprendre sur notre rapport au monde et à la technologie, la perception et l'imaginaire. Bonsoir, bienvenue à la Maison des Métallos pour cette rencontre baptisée Hypnose, Anthropologie et Magie. Avec Valentine Losso et Raphaël Navarro de la compagnie 1420, qui sont fondateurs du mouvement de la magie nouvelle. Et Valentine est également anthropologue. Et vous avez souhaité inviter aujourd'hui Emmanuel Grimaud, qui est lui aussi anthropologue, et qui a écrit un livre récemment qui s'appelle Métavertigo, que je montre et qui émane d'un film dont on va voir des extraits qui documente la pratique de l'hypnose en Inde, de l'hypnose thérapeutique, hypnose régressive. Ce film s'appelle Black Hole, a obtenu plusieurs prix et peut-être tu peux nous en parler un petit peu, Emmanuel. Et voilà, j'ai oublié de te présenter, tes anthropologue à Nanterre au laboratoire, au LESC, laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative. Et donc tu es un chercheur affilié au CNRS. Valentine Losso, tu as étudié avec Philippe Descola à l'EHESS, donc également anthropologue, mais aussi artiste. Et donc Black Hole, ce film date de 2019. Qu'est-ce que tu as voulu montrer ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Parce on voit en fait deux extraits dont je ne dévoile pas tout de suite. Bonjour à tous, enfin bonsoir. On va voir deux extraits de ce qui se passe dans le cabinet d'une hypnothérapeute indienne qui met les gens sous hypnose pour aller dans leur vie antérieure. Alors je ne pensais pas du tout que je ferais un film là-dessus un jour, enfin que je me retrouverais dans le cabinet d'une hypnothérapeute. Mais ça fait pas mal de temps que je fais des films alors j'avais fait un film avant celui-là qui s'appelait Ganesh Yourself, qui était sur l'histoire d'un robot du dieu Ganesh qui permettait à n'importe qui de se mettre à la place de Dieu et d'avoir des conversations. Et j'aime bien faire des expériences un peu limites. Voilà. Donc ça, ce qui m'intéressait, c'est qu'il y avait quelque chose de très cinématographique dans l'hypnose. Peu importe la question de la véracité des vies antérieures, et ça c'est un débat dont on pourra éventuellement parler. Mais ce qui m'intéressait, c'est qu'il y avait une sorte de cinéma mental qui se déroulait dans la tête des gens et où l'hypnothérapeute cherchait à faire en sorte réveiller des capacités de visualisation un peu en sommeil. Et donc j'étais très intrigué par ça. Je ne savais pas du tout comment faire parce que évidemment c'est une des séances qui sont intimes. Donc c'est compliqué à filmer, donc il a fallu, avec Arnaud Audet, qui était co-réalisateur, qu'on voit avec Trupti Jain, qui est l'hypnothérapeute indienne, comment, avec ses patients, faire un film qui devient un film collaboratif, en fait, où les gens ont accepté d'être mis sous hypnose devant la caméra, et ça. Et puis, c'était je peux dire un mot de la façon dont j'ai rencontré Trupti Jain, qui est la thérapeute que vous allez voir dans le film. C'est une rencontre assez curieuse.
Alors c'était à Dharamsala, donc le lieu où habite le Dalai Lama. Et au départ, en fait, je voulais faire un film dans la Silicon Valley sur les ingénieurs transhumanistes qui s'occupent de technologie de l'immortalité. Et donc j'avais été embarqué à Dharamsala à ce moment-là, avec des ingénieurs américains de la Silicon Valley qui en fait, avaient été dans un colloque avec des moines bouddhistes autour de la réincarnation, parce qu'ils étaient très intrigués, très intéressés par l'idée de réincarnation à un moment où Internet, alors c'était en 2017, on commençait à discuter d'avatars numériques, de data et de données numériques, et de que faire des données numériques des gens sur Internet. Et ils étaient convaincus qu'on pourrait organiser une forme de transmigration électronique des gens. Et donc, ce que je trouvais assez fou à l'époque, mais bon, en fait, ça s'est presque vérifié en réalité, ce qui est une forme de sécularisation qui se fait de la transmigration avec Internet. C'est très concret. Hein. Sur Facebook, on peut même pas effacer les profils des gens qui sont décédés. Enfin, voilà. Donc on se posait vraiment la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces données des gens. Et Trupti Jain était dans la salle de ce colloque où on discutait de la possibilité de transmigration électronique. Et elle faisait des recherches sur tout ce qui était réincarnation, transmigration à l'époque. Et j'ai trouvé finalement plus intéressant de me concentrer sur ce qu'elle faisait dans son cabinet plutôt que de continuer avec les ingénieurs de la Silicon Valley. Voilà. D'accord. Mais juste un mot, effectivement, pourquoi les ingénieurs de la Silicon Valley qui sont intéressés par cette idée d'immortalité, de transmigration, de vie même éternelle, étaient là-bas à Dharamsala, parce que c'est la transmigration et l'immortalité électronique, on la connaît, mais l'immortalité de la pensée, de l'âme, du corps, ça avait à voir avec peut-être des croyances locales, avec des pratiques locales. Alors, ouais, parce que les bouddhistes et les hindous se sont posés la question de savoir qu'est-ce qui survivait après la mort très tôt, à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ. Il y a des débats extrêmement intenses, théologiques, tout ça, sur qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui survit après la mort. Et c'est des questions qui préfigurent en fait les débats presque de la génétique contemporaine. Parce que la question, c'est quelles sont les composantes du vivant qui vont survivre et qui vont se transformer, et comment est-ce que ça passe par l'air, la poussière, qu'est-ce qui est biologique, qu'est-ce qui n'est pas, et tout ça. Et il y a des débats même d'embryologie sur savoir qu'est-ce que l'embryon récupère comme mémoire. Et très vite, il y a l'idée que l'embryon aurait une mémoire totale de ses vies antérieures. On pourrait traduire ça aujourd'hui par l'idée d'une mémoire génétique, si vous voulez, de ses vies. Voilà. Et c'est au moment de la naissance qu'il perd la mémoire. Et donc, il y a un très beau traité qui s'appelle le Garba Upanishad, qui donne de l'époque médiévale, qui donne la parole à un embryon. L'embryon parle et tout, il dit « Je me souviens de toutes les matrices que j'ai traversées, tous les univers, etc. » Les mondes. Hein. Et puis à un moment, il parle plus, et il y a une autre voix qui prend le relais et qui dit il vient de sortir du ventre de sa mère. Donc il a tout oublié. Donc on est, pour les hindous, tous des amnésiques en fait, en réalité, par rapport à nos vies antérieures. Alors j'ai découvert ces débats assez tardivement, je dirais presque, simultanément en faisant le film. Mais disons qu'aujourd'hui, il y a pas mal de thérapeutes en Inde qui font ce genre de thérapie régressive. Alors, donc ça se fait sur un terrain, effectivement, où les gens sont un peu acquis à l'idée de vie antérieure, pour qui c'est assez banal. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas du tout, qui disent qu'on ne peut absolument pas vérifier tout ça. Mais il y a énormément de controverses, de débats et tout ça. Mais ce qu'on appelle l'hypnose régressive a pris en Inde beaucoup plus vite, et dans les 20 dernières années, que la psychanalyse, par exemple, qui a mis beaucoup de temps, en fait, qui commence à se développer,
Mais donc les techniques d'hypnose régressive sont des thérapies brèves, sont développées beaucoup plus vite. D'accord, alors on va découvrir une séance d'hypnose régressive dans le cabinet de Trupti Jain à Calcutta, je crois. Et ça va nous mettre un petit peu dans l'atmosphère de cette pratique et de ce qu'on peut ressentir quand on est sous hypnose ou qu'on traverse ça. Donc on va peut-être voir un extrait de ton film Black Hole. It's Ramohan. That's the fire. Tell me more about it. It's very serious. Serious. It's very... It's very able. Strong, fearless, simple. You like that body? Through the eyes of that body, I want you to look around. Yes. What is this place like where you are standing? It's the old house. Yes. Working for the freedom struggle. Civil rights, over. She's doing a lot of women around who he wants them to study. Loves wearing white. He has the hat. He has the hat, yes. He's got dark, big eyes. He's going out for a meeting. And when he goes in, everyone just shuts up because he knows everything. He's very smart. He helps people. I wanted to just say I when you say about Raja. Yes. It's me. It's you. That's the fact. Yes. I want you to now go to a significant year where you did something that was very important. As him or as me? As him. Try to educate people. Try to tell them they're all equal and able. No one can imprison you. No one can rule you without your will. Try to
teach them everything. You try to teach everything to everybody? Try to teach them, yeah, every day. Every day, yeah. That you cannot be ruled. You cannot be ruled. You want to fight the English away. Just do it. Because you are amazing. You are a coward. If you don't do anything, there will be no result. Get up. Wake up. Do it. Donc ce à quoi on assiste est assez troublant et mystérieux. Tu vas peut-être pouvoir nous expliquer un petit peu. On a l'impression que cette personne régresse déjà dans le passé et presque elle est quelqu'un d'autre, une personne qui était importante au moment de la colonisation des Britanniques. Qui devient-elle et qu'est-ce qui se passe en réalité dans ce cabinet d'hypnose? Alors, Rajaram Mohan Roy, en fait, c'était un réformiste hindou du XVIIIe siècle. Et en fait, elle fait une espèce de... C'est quelque chose de très anachronique qui se passe. Parce qu'en fait, elle se voit en combattante de l'indépendance, en train de combattre contre les Anglais. Ce qu'a pas fait Rajaram Mohan Roy, en fait. Donc, elle a transplanté Rajaram Mohan Roy un siècle plus tard, en fait. Voilà. Mais c'est une des grandes figures au Bengale de l'émancipation des femmes. On voit beaucoup de femmes sous hypnose en Inde qui se retrouvent dans le corps de combattantes ou de combattants pour l'indépendance. Donc il y a une espèce de forme d'empowerment qui se fait. Enfin voilà. Donc il y a alors, ce qui est drôle, c'est que ces anachronismes, on va les retrouver dès les débuts de l'hypnose régressive. C'est une technique qui a été beaucoup expérimentée en France à la fin du XIXe siècle par quelqu'un qui s'appelait le colonel de Rochas. Alors, je raconte un peu dans le livre, puis ça intéresse les magiciens que vous êtes, parce que lui, il s'intéressait vraiment à l'hypnose comme technique expérimentale. Et donc, il mettait les gens sous hypnose. Il était secrétaire de l'école polytechnique. Et il s'est fait d'ailleurs virer à un moment de l'école polytechnique. Mais ce qui était drôle, c'est qu'il mettait les gens sous hypnose. Et il s'était aperçu que si on les faisait régresser, on leur disait, voilà, là, vous avez 20 ans, là, vous avez 15 ans, là, vous avez 3 ans, là, vous êtes dans le ventre de votre mère, que le cerveau, spontanément, continuait sa régression et qu'on se retrouvait dans le corps de quelqu'un d'autre. Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle Les vies successives, qui est un livre qui fait, je sais plus, 800 pages, d'expérience, en fait, où il dit, bah voilà, on arrive à faire régresser des fois les gens, on se retrouve avec 15 incarnations. Et puis, c'est souvent des personnages complètement méconnus de l'histoire. C'est pas du tout comme dans les séances spirites, c'est pas du tout Marie-Antoinette, Napoléon. C'est vraiment des gens inconnus. C'est, je sais pas moi, Brigitte Garteron, couturière à Vaux-en-Velay en 1830, quoi. Et donc, lui, après chaque séance, il allait faire des recherches. Il cherchait dans les cadastres s'il y avait des indices de ces gens qui avaient existé ou pas. Puis il n'avait rien trouvé, donc il finit par conclure que c'est de l'imagination subliminale. On est au tout début du concept d'inconscient et tout ça. Mais c'est un des caractéristiques de ces séances, c'est qu'elle plonge dans des formes d'anachronisme, enfin d'une temporalité qui n'est pas tout à fait notre temporalité normale, enfin le temps linéaire, quoi. Bon, après, je ne vais pas développer là, parce que c'est mais alors, c'est intéressant que tu parles du colonel de Rochas, parce que je crois que vous, Valentine et Raphaël, vous êtes inspirés pour un spectacle qui tourne en ce moment, justement des travaux autour de l'hypnose expérimentée par le professeur Charcot à la Salpêtrière à la fin du XIXe siècle. C'est à peu près la même époque. Et c'est une époque où on découvre une pratique quasiment magique qui est censée peut-être même guérir les femmes hystériques ou épileptiques. En tout cas, vous racontez ça dans votre spectacle. Il y a une comédienne qui incarne une femme dans un certain état et elle va traverser peut-être l'hypnose, elle va rencontrer l'hypnose. Tout à fait. Le spectacle On m'a trouvé grandi suit l'histoire d'une patiente qui a vraiment existé, qui s'appelait Madeleine Le Bouc et qui a vécu toute sa vie sur la pointe des pieds,
en état de lévitation, comme elle disait elle, puis par moments elle se sentait soulevée de la terre. Et pour cette raison-là, d'avoir passé sa vie sur la pointe des pieds, elle s'est retrouvée internée à la Pitié-Salpêtrière, estampillée hystérique. Et ce qui est fascinant dans le parcours de cette femme, c'est qu'elle a passé 23 ans internée à la Salpêtrière, où elle a fait la rencontre d'un médecin qui s'appelle Pierre Janet, qui est un des précurseurs de la psychologie moderne, et puis qui est l'héritier de Charles Richer, lui-même un peu héritier de Jean-Martin Charcot. Donc on est vraiment dans cette histoire de l'hypnose thérapeutique développée à la Salpêtrière à la fin du 19e, au début du 20e. Et donc, Pierre Janet ne croit pas un mot de ce que dit Madeleine. Madeleine lui dit « je me sens soulevée, je me sens élevée, je me sens portée, je sens que quelque chose m'entraîne, un élan, etc. » Pierre Janet pense que Madeleine est hystérique et Pierre Janet est convaincu qu'il va soigner un jour toutes les femmes hystériques grâce à l'hypnose. Donc on est vraiment dans ce prolongement de l'histoire de la Salpêtrière. En même temps, on est quand même 20 ans après Charcot, donc il commence à y avoir une prise de recul aussi sur l'éventuelle violence dans la relation hypnotiseur-hypnotisé qui a été très très mise en scène à cette époque-là. Il faut rappeler qu'il y a un amphithéâtre de démonstration qui a été construit à l'intérieur de la Salpêtrière où les médecins recevaient des patientes hystériques, les mettaient sous hypnose et puis leur faisaient faire un petit peu tout et n'importe quoi, si on peut dire, devant un public parfois payant dans des grands amphithéâtres, donc qui venaient voir, observer ces spectacles-là. On a énormément de récits de ces séances, notamment toutes les séances menées par Charcot étaient très documentées par tous ses étudiants. C'est extrêmement intéressant parce qu'on a parfois des bribes de paroles de ces femmes qui sont rapportées, mais qui sont toujours rapportées à travers la main ou la voix d'un auteur masculin. Et puis qui sont souvent des paroles venues de l'état d'hypnose. Donc c'est une femme sous hypnose, récitée, racontée, mise en récit par voilà. Donc la nature de cet état très particulier de relation dans l'hypnose, c'est quelque chose qui m'a fascinée, qui nous a beaucoup inspiré avec Raphaël quand on a mis en scène donc cette histoire-là. Comme on est magicien, on avait cette double fascination pour le thème de l'hypnose, puisque au XIXe siècle, on a aussi un très très fort développement de la magie, que ce soit dans une forme spirituelle ou divinatoire, mais aussi dans une forme artistique. Et spectaculaire, du coup. Tout à fait. Et au même moment, on a cette résurgence de la thématique de l'hypnose, si on peut dire, qui est dans la même ambiguïté. C'est-à-dire que l'hypnose magique de spectacle se développe au même moment que l'hypnose thérapeutique est développée à la Salpêtrière. C'est vraiment des choses qui se font ensemble en même temps. À la même année, vous pouvez avoir une centaine de publications sur le thème de l'hypnose thérapeutique et 10 spectacles d'hypnotiseurs dans des grandes salles parisiennes qui vont présenter des démonstrations d'hypnose à des spectateurs. Et qui vont du coup hypnotiser entre guillemets des spectateurs volontaires. Est-ce que c'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui le mentalisme, par exemple ? Alors, il y a quelque chose d'assez proche du mentalisme, dans le sens où le mentalisme, donc c'est cette discipline de la magie qui va beaucoup travailler sur les effets, par exemple, de lecture de pensée, de prédiction ou de manipulation d'esprit. Tout ça est une illusion, c'est-à-dire que ce ne sont pas réellement les techniques qui sont employées par les artistes, mais les effets racontent ou donnent cette illusion-là. On peut vraiment... vous ouvrez un livre, vous choisissez un mot au hasard et les magiciens vont deviner quel mot vous avez choisi ou prédire des événements qui vont vous arriver. Enfin, voilà. Ces effets imitent en quelque sorte des pouvoirs... de suggestion, de suggestibilité hypnotique. Et vous me disiez que vous aviez formé votre équipe à la technique de l'hypnose thérapeutique ? Alors, en fait, la question qui se posait pour nous en tant que magiciens, c'est comment... Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment cet état de conscience très particulier de l'hypnose, puisqu'on a des femmes qui ont vécu à la Salpêtrière, qui étaient hypnotisées plusieurs heures par jour,
tous les jours, pendant des dizaines d'années parfois, et qui vivaient dans cet état de conscience un peu flottant entre la vie très routinière de l'hôpital psychiatrique et puis les séances d'hypnose. Donc ce qui m'intéressait, c'était vraiment de comprendre ou d'essayer de transmettre artistiquement quel pouvait être ce vécu de la réalité, qu'est-ce qu'était le sentiment de réalité pour ces patientes qui parlent toutes assez unanimement d'ailleurs d'un sentiment d'irréalité, d'une perte de croyance en le réel extérieur, d'un éloignement du monde. Il y a des témoignages qui sont bouleversants mais qui sont magnifiques sur ce sentiment d'irréalité qui finit par gagner à tel point que les patientes ne savent plus qui elles sont, est-ce que nous sommes réels, est-ce que le temps existe, des questionnements qui deviennent très très profonds sur la nature même du réel. Notre intention, c'était de mettre ces sentiments en magie, si on peut dire, pour essayer de voir si on pouvait emmener les spectateurs aussi un instant dans ce sentiment de perte de réalité et essayer de s'immerger un petit peu là-dedans. On avait le choix de pratiquer une réelle hypnose, puisqu'il est tout à fait possible, comme tu le dis Julien, d'hypnotiser des salles, de les mettre dans cet état-là. C'est des techniques qui sont connues, qui sont assez popularisées. Mais c'est pas quelque chose que vous pratiquez vous à la compagnie 14-20 dans vos spectacles? Non, pas du tout. Okay. Mais on avait aussi le choix d'utiliser d'autres dispositifs techniques pour, disons, illustrer cet état de perte de réalité. Et ça a été un vrai questionnement pendant très longtemps de savoir jusqu'où on voulait emmener en fait les spectateurs. Est-ce qu'on voulait en passer par, en quelque sorte, un réel état hypnotique pour s'aventurer un petit peu dans l'intimité de ce qu'a été la pensée et la psyché de toutes ces femmes enfermées, ou est-ce qu'on voulait travailler avec des éléments visuels qui allaient nous amener dans cette réalité-là. Donc on a choisi plutôt la deuxième option. Mais ça a été un débat qui a duré longtemps. Donc il y a des artistes de spectacle ici dans la salle qui ont été hypnotisés, qui ont été formés à l'hypnose de spectacle. Et effectivement, on a pu tous dans la compagnie expérimenter ces états. On a pu aussi expérimenter qu'est-ce que c'était que d'hypnotiser un groupe de personnes. Et vous avez renoncé à le faire pour des raisons éthiques ou artistiques ou... Je pense que c'est parce que ça s'est combiné avec avec d'autres enjeux. La première, c'est que effectivement, on a vérifié qu'on pouvait faire ça, mais que ça prend quand même un temps qui est certain. Ça prend au moins 20 minutes à peu près. Donc c'est quand même, théâtralement parlant, c'est quelque chose de particulier. Et l'autre chose, c'est que quand on a fait venir un hypnotiseur pendant qu'on était, on appelle ça en résidence, donc en période de création, on s'est rendu compte que le sujet prend tellement de place que à l'intérieur de la compagnie, à l'intérieur même des autres, ça devenait la discussion centrale avant que l'hypnotiseur arrive, puis pendant et après, qu'on s'est rendu compte que si on fait ça, il faut qu'on y consacre un spectacle entier à cette question-là, et que là, il y avait une dramaturgie déjà très avancée, plus poussée. L'autre point, c'est que pour cette création-là, Valentine a développé un système de magie assez spectaculaire, si on peut dire, qui permet de rendre les gens invisibles sur un plateau. Et donc, que ce soit les actrices ou les techniciens ou les techniciennes, ou des éléments du décor. Comme c'est déjà quelque chose d'inédit qui sort qui est montré pour la première fois dans ce spectacle-là, la combinaison des deux, soit on faisait les deux en même temps, mais les gens allaient croire que c'est parce qu'ils étaient hypnotisés qu'ils avaient vu l'invisibilité. Du coup, on allait leur mentir. Ça devenait compliqué de présenter les deux en même temps. On était suffisamment avancé dans la dramaturgie et dans le spectacle en disant c'est un superbe envie qu'on a, mais on le fera pour une autre création. Par contre, ça nourrit effectivement la réalité, notamment du personnage de l'acteur qui joue Pierre Janet, qui lui, du coup, a pu être formé sur le choix des mots, et à la fois le vivre en tant que se faire hypnotiser, mais aussi apprendre à le faire. On a un membre de l'équipe technique qui est devenu hypnotiseur, amateur, mais enfin
c'est bon. Et donc, voilà, toute l'équipe a pu être confrontée à ça. Ce qui est particulier dans l'hypnose de divertissement ou de spectacle, c'est que les magiciens qui pratiquent ça, ou les hypnotiseurs, vont chercher en fait à créer une double réalité. C'est-à-dire qu'ils vont créer une réalité pour la personne sous hypnose, ils vont créer une réalité pour les spectateurs de cette personne. Donc en fait, ce qu'ils vont chercher, c'est déjà de mettre l'état, de faire entrer les personnes dans cet état de suggestion. Donc cette personne vient sur scène et fait partie dans le dispositif du spectacle, et hypnotisée. Tout à fait. Ça peut aussi se produire dans la rue de manière très rapide. Il y a eu beaucoup de développement de ce qu'on appelle l'hypnose de rue aussi dans les 15 dernières années. Donc c'est vraiment des choses qui peuvent arriver à n'importe quel passant, si on peut dire, de manière complètement spontanée. Un magicien, un hypnotiseur peut arriver, mettre les gens sous hypnose, puisque ce que va chercher l'hypnotiseur, c'est de créer des choses qui vont être très spectaculaires, vues de l'extérieur, et en même temps des expériences très douces et très agréables et réconfortantes pour que la personne en état de suggestion ne sorte pas de cet état de suggestion, n'ait pas le désir d'en sortir. Donc qu'est-ce que vont faire ces magiciens? Ils vont essayer de, par exemple, remplacer le prénom de cette personne. Cette personne s'appelle X et maintenant va être renommée Y, et elle se souvient plus du tout de son véritable prénom. On va essayer de faire oublier, par exemple, des chiffres entiers. On va voir des personnes compter sur leurs 10 doigts et on leur a fait oublier le chiffre 4. Ils vont vraiment faire 1, 2, 3, 5, 6, etc. sans pouvoir se sortir de cette difficulté-là. On va avoir des personnes qui vont tomber dès qu'on leur souffle sur le visage ou qu'on claque des doigts près de leurs oreilles, qui vont s'endormir quasiment immédiatement. Donc tout ça, c'est des images qui sont extrêmement spectaculaires. Quand vous voyez ces grands spectacles d'hypnose où les hypnotiseurs sont souvent des hommes d'ailleurs, dans l'hypnose non pas thérapeutique mais de spectacle, et ont souvent pour sujet des femmes, et vous voyez des hommes qui font vraiment tomber des corps de femmes d'un claquement de doigts de manière extrêmement spectaculaire. Donc ça génère chez les spectateurs extérieurs à cet état une espèce de recul et de mystère. On se demande comment la personne sous hypnose, très spectaculaire, qui a 5 minutes était juste avec nous en train de discuter, tout à coup se retrouve à quelque part consentir à rentrer dans cet état et à suivre les instructions de l'hypnotiseur. Comme on le voit finalement dans le film, et dans un cadre thérapeutique, il y a une forme d'abandon et de relâchement qui peut être assez puissant en fait. Ce qu'on voit dans le film, il y a une forme de calme aussi. L'hypnose thérapeutique travaille beaucoup sur souvent des environnements assez relaxants. Dans l'hypnose de spectacle, on va chercher quasiment l'opposé, c'est-à-dire qu'on va chercher à créer de la confusion pour que la personne perde le fil en quelque sorte de la réalité. On va chercher à créer des complications, des états, vous savez, cet état de sidération aussi, quand on est très surpris tout à coup par quelque chose et qu'en fait l'esprit critique commence à s'effacer. Et c'est ces barrières-là qui vont être brisées petit à petit par les hypnotiseurs. Et en même temps, ce qui est fascinant dans cet état, c'est qu'il y a toujours une forme néanmoins de consentement. C'est-à-dire que on ne peut pas faire quelque chose d'absolument néfaste. Une personne ne peut pas atteindre à sa vie, par exemple sous hypnose, ou atteindre à la vie d'autrui. Il y a ces barrières-là mentales, elles continuent d'exister dans cet état, mais c'est comme si les personnes avaient oublié qu'elles avaient consenti à jouer ce jeu, et donc sont comme sur une espèce de fil où la direction de leurs actions est désormais la parole de l'hypnotiseur. Donc, un des points qui nous a intéressés, par exemple, c'était justement les éléments de langage, parce qu'en creusant un peu ce fil-là, théâtralement parlant, il y avait quelque chose d'intéressant, parce que justement, on a découvert cette branche-là de l'hypnose qui cherche une forme de spectacularité, d'efficacité court-termiste, qui du coup n'a pas d'efficacité justement à long terme. Les gens on ne peut pas aider quelqu'un à arrêter de fumer ou que sais-je. Ça a vraiment uniquement une vertu où on recherche le spectacularité. Mais du coup, pour arriver à ça, donc pour le faire très vite, parce que souvent ils cherchent à le faire quand c'est en une personne à une personne, ils essaient de le faire en moins d'1 minute. Donc c'est des temps beaucoup plus courts que le temps thérapeutique. Un des points qui nous a intéressés, c'est que ce qu'ils ont creusé, c'est ce qu'ils appellent ils appellent ça le blanc neuronal.
c'est créer. Ils ont besoin de passer, quand ça doit aller très vite, par le fait de créer d'intégrer dans leur langage, dans le choix des mots, une séquence ou plusieurs séquences dont chaque mot veut dire quelque chose, mais qui ne semble absolument pas en rapport avec le contexte, et vous mettre dans une espèce d'état de sidération qu'on ne sait pas comment réagir. Ce serait si je vous... on se cogne dans la rue et je dis c'est pas moi qui ai pris tes croissants. Okay, il y a un moment de je comprends pas, c'est pas correct dans le contexte. D'accord ? Donc il y a un moment, donc ça c'est un blanc neuronal. D'accord ? On a un truc de ok, j'essaye de me remettre en face de ce que j'essaie de comprendre c'est quoi l'interaction sociale qui se passe, parce que il y a un bout qui me met comme ça en retrait. Et on s'est rendu compte, ils se sont rendus compte qu'ils ont besoin de passer par cet état-là, état qui est donc d'espèce de sidération dans lequel les personnes sont en vulnérabilité pour pouvoir justement les mettre dans un état second et d'acceptation, qui est en fait ce qu'on retrouve dans les témoignages d'agressions sexuelles par exemple, ou d'états comme ça de sidération, de blanc neuronal sur lequel on a qui est en fait un état par lequel on a besoin de passer. Le corps se met comme en protection et le cerveau se met en protection. C'était intéressant de comprendre comment quelque part, ça devient un travail au départ de cabaret, qui n'est pas notre... Nous, on fait de la magie, mais pas du tout dans ce milieu-là. Et comment, par cette recherche dans les réseaux cabaret, musical ou d'art de la rue et d'efficacité, d'un coup, ils ont creusé des effets, des logiques psychologiques, et donc finalement textuelles, mais qui sont très intéressantes, on trouvait dans ce contexte, quelque part après, qui devient une matière dramatique. Super, merci beaucoup pour nous ouvrir un petit peu nos esprits et nous apprendre des choses autour de l'hypnose. On va retrouver ton film, Emmanuel. On va quitter un petit peu le cœur même de l'hypnose, de la pratique d'hypnose régressive à laquelle on a assisté, mais on reste bien dans le même film. Tu as voulu, dans Black Hole, montrer aussi... il y a une scène de chasse aux fantômes, je crois que c'est comme ça que tu l'appelles. On n'est plus dans le cabinet de l'hypnothérapeute, on est... dans une maison abandonnée, toujours en Inde. Qu'est-ce qui se passe ? Et peut-être en quelques mots, à quoi on va assister maintenant ? Alors, il y a beaucoup de chasseurs de fantômes au Bengale, parce qu'ils sont... Au Bengale est une région où il y a beaucoup de fantômes. Les fantômes sont inégalement répartis sur la planète. Et je ne sais pas pourquoi, il y en a beaucoup au Bengale. Mais il y a toute une histoire coloniale aussi très riche, et souvent les lieux où il y a, les lieux d'histoire coloniale sont des lieux où il y a beaucoup de fantômes. Et donc il y a on a fait le film avec, donc le film est surtout des séances d'hypnose, et puis c'est entrecoupé de ces moments où on suit une équipe de chasseurs de fantômes. Qui sont appelés chaque fois qu'il y a des phénomènes un peu particuliers dans les maisons, les gens ont des sentiments de présence et tout ça. Et donc ils arrivent avec des tas d'appareils pour mesurer les champs magnétiques, tout ça. Je passe on va le voir dans le film, donc je pense que c'est pas... Ils essayent d'établir des communications, etc. Donc D'accord. On va le voir, et puis on va pouvoir en parler juste après. Donc on va assister à cette scène. This place was used as an agency for the British. During the trading and business time, they used to come over this place for to stay and to get relaxed. After that, it is heard that this place is also used as a refuge for the freedom fighters during that times. Many freedom fighters have stayed in this place as a refuge. In course of time, this building collapsed, and there are many tragic incidents that used to happen in this place. Like during the British, when they used to stay, they required ladies for their entertainment. At that time, rapes and all these kind of things used to happen over there. They used to kill those things, and they used to execute many people over here. After these all incidents, this place has become a really haunted place. I think maybe in this area around. Last time we recognized this area as a hotspot. So that area, right? This area, right? Yes. I think still have something.
अगर आप पुरुष हैं तो 3 बत्ती जला के दिखाइए। हाँ? He's a guy. He's a guy. Oh shit. আপনি এখানে কতদিন ধরে থাকতেন? আপনি যদি ব্রিটিশ আমলের হন তাহলে 4টি আলো জ্বালিয়ে দেখান, আর যদি আপনার বয়স 100 হয় তাহলে আপনি 3টি লাইট জ্বালিয়ে দেখান। I suddenly felt very chilled. Very cold. So Last time also we have experienced in that same similar area. We have received some very unusual signal from this area. Our Ketumeter is giving answer as per our question. সোমেনদা অসাধারণ এখানে হচ্ছে অসাধারণ ওখানে Just now I got the response. তাহলে এখানে মুভ করেছে Light to light. আপনি এখনো আছেন আমাদের সাথে? Yes. Oh. He's still with us. Can we put 2 EMF? Both? Yes. See, the EMF is full. Oh. Check the height. It's gone. Come, The height up to. You come down. I put it over here. Okay. So we can measure the height of electromagnetic field. Yeah, still up to here. Still. I think 4 feet something. Yes, still have. No, it's gone. Yes, still have. From there. Okay. Check the height. Check the height. 5.6. 5. Not 6. 5.5. 5.4. 5.45. 4 4 or 5 lights, right? The height of the electromagnetic field we have discovered, it's a 5.4. It's just like a human height. क्या आप ब्रिटिश है? क्या आप इंडियन है? क्या आप इंडियन है? आप क्या स्वाधीनता आंदोलन में योगदान किए थे? नो। लाइफ टाइम में क्या आप किसी के जान लिए हैं? क्या आप किसी के जान लिए हैं? नेवर। Start again. ओके। क्या आप युद्ध में मरे थे? क्या आप युद्ध नो। আপনি কি ব্রিটিশদের সাহায্য করেছেন? আপনি কি ব্রিটিশদের সাহায্য করেছেন? আপনি সুভাষচন্দ্র বোসকে চেনেন? আপনি ফ্রিডম ফাইটার সুভাষচন্দ্র বোসকে চেনেন? আপনি কি ক্ষুদিরামকে চেনেন? আপনি কি কসাই ছিলেন? আপনি কি কসাই ছিলেন? Are you an executioner? What? Are you an executioner? No. You can ask in English also. I think the person is knowing English. English. Okay. You can repeat 2 or 3 questions in English. Okay. You are from which country? You are from which country? What is your name? What is your name? Stop the echo box. You feel the heat again. It's not that much cold anymore. Yes. I also can feel the heat. My hand is not so cold now. Yeah. It become very hotter.
both hand. Still have. Still have something. আপনি কি চাইছেন আমরা এখান থেকে চলে যাই? তাহলে এর বাতির মধ্যে সিগন্যাল দিন। এখানে লাইট জ্বললে আমরা বুঝে যাব আপনি চাইছেন আমরা চলে যাই এখান থেকে। Yes. She want to leave the place. Leave the place. We have to leave the place. He wants us to leave the we place. leave the place. Yes. Yes. We should not stay here. For more than few seconds. It's giving signal for the leave the place. Yes, thank you. We are obeying your rule. Respect you. Hope you will not follow us. Hope you will not follow us. Yes. And we are moving now and leave this place with you. Okay, thank you for the communication. We are leaving now. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Hope we will. Hope you will not follow us. Okay. Thank you. Okay. Let's go. Okay. Yes. Emmanuel, alors en tant qu'anthropologue, comment tu analyses ce à quoi on vient d'assister? Qu'est-ce qui se passe d'après toi? Moi j'adore ce genre de... Je trouve qu'en termes d'interaction, c'est très intéressant ce qui se passe parce que il y a plein de choses, parce qu'en fait ils arrivent avec des appareils électroniques qui brouillent les champs radio. Et donc ça fait comme si vous passiez sur une radio à toute vitesse, donc ça fait comme ça. Et donc tout le jeu, c'est pas tellement de savoir si on capte quelque chose, mais l'idée c'est que s'il y a des fantômes, ils viennent hacker les ondes, si vous voulez, et que donc c'est en fonction des questions que vous allez leur poser. Il va se produire des effets, pour intéresser les gens qui font de la magie, parce que il va y avoir des effets de synchronicité qui vont s'opérer, plus ou moins entre les questions que vous avez posées et puis ces syllabes, quoi. Et alors des fois ça peut être très accidentel, mais si ça dure pendant 2 minutes, 3 minutes, de manière répétée, là on peut avoir vraiment une impression qui nous saisit, en fait, d'avoir affaire à quelqu'un. Et alors comme ils sont plusieurs, ils se confirment ce sentiment de présence avec des questions, etc. Donc si vous êtes hors de ce dispositif, ce qui était mon cas parce que j'étais en train de filmer, en fait, même en tant que spectateur, comme on n'est pas dedans, c'est pas nous qui posons les questions, en fait ces effets-là peuvent pas se produire. Mais il faut vraiment poser des questions et être dans le jeu qui consiste à poser des questions pour avoir ces impressions ces effets de synchronicité qui se produisent et avoir des vraies impressions de présence. Alors, on rigole beaucoup à la fin parce qu'on a l'impression qu'il reste, qui met du temps à partir. Mais en réalité, c'est qu'il y a en fait, quand on a comme ça des rencontres qui se font avec des présences, des fantômes, il faut surtout clôturer bien l'interaction pour pas qu'ils nous suivent. Donc c'est pour ça qu'ils prennent un temps fou à bien clôturer l'interaction avec politesse, quoi. Voilà. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Si on s'enfuit en courant, peut-être que on va être suivi. Est-ce que vous, Valentine et Raphaël, ce genre d'expériences qui peuvent confiner presque au spiritisme, aux recherches spirites, on parle de fantômes, ce rapport avec des entités invisibles, est-ce que ça vous inspire dans votre travail artistique de magicien nouveau? Ou alors est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez assisté dans vos terrains de recherche anthropologique? Oui, tout à fait, ça nous inspire énormément. Puis c'est tout le questionnement autour de ces effets de présence ou de la définition d'une personne ou d'un existant qui inspire aussi beaucoup les anthropologues.
selon certaines sociétés, la définition de ce qui existe ou ce qui est une personne à laquelle, par exemple, on peut s'adresser ou avoir un certain type d'interaction peut varier énormément. Effectivement, même dans nos sociétés, il y a cette question magnifique de Banquo aux sorcières dans Macbeth. Quand les 3 sorcières apparaissent, Banquo leur demande « Est-ce que vous êtes quelque chose auquel un humain peut s'adresser ?» C'est la première question qu'il leur pose. Parce que même la notion de sorcière, la présence, la personne de la sorcière est une espèce de personne intermédiaire. On ne sait pas exactement si elle existe et quelle est la nature des interactions qu'on peut avoir avec elle. Et puis au XIXe siècle, à l'époque où la magie de spectacle se développe énormément chez nous, c'est aussi la grande époque du développement du spiritisme. Où, par exemple, je pense au Ouija, vous savez, ces tables pour communiquer avec les esprits. Dans les règles du Ouija, donc qui est un jeu, au départ c'est plus un jeu, mais on a cette instruction extrêmement claire de clôturer la conversation avec les éventuels esprits avec lesquels on pourrait discuter ou obtenir des informations. C'est extrêmement important de bien clôturer, sinon l'esprit pourrait poursuivre ou avoir envie de poursuivre l'interaction dans un environnement un petit peu moins contrôlé. À cette époque-là, au tournant du 19e et du 20e, on a aussi le développement de techniques de magie qui permettent de représenter ces êtres que sont les fantômes et les esprits, qui commencent à prendre une définition particulière. Donc avec des halos, avec des... Alors avec notamment une technique d'hologramme, ou en tout cas d'imitation d'hologramme. Ce ne sont pas des réels hologrammes qu'on appelle les fantômes de Pepper, les Pepper's Ghost. C'est d'ailleurs une technique qu'on a utilisée dans les installations qu'on présente ici tout au long du mois, avec la compagnie 1420, donc dans la partie... Et qu'on peut voir encore jusqu'à demain, je crois. Tout à fait. Et dans ces installations, justement, on travaille sur ces effets de présence, qui sont des questions qu'on a emportées avec nous dans nos différents travail de terrain, pour ma part anthropologue, et dans nos différentes créations artistiques, que ce soit en Inde, en Haïti, où cette question est très très importante aussi, la question de la présence des entités invisibles et de leurs traces, et puis dans le travail que je fais chez les Mayas du Mexique, où il y a aussi beaucoup cette question-là. Dans ces installations, on a essayé de questionner aussi ce sentiment de présence, qui nous semble être un peu une obsession artistico-anthropologique, qui effectivement obsède tant le théâtre que les arts visuels, que voilà évidemment la magie, notamment en travaillant sur des jeux d'ombre et puis des jeux d'hologrammes, qui sont vraiment on pourrait dire une technique artistique qui apparaît exactement au moment où le spiritisme développe ses grandes théories au XIXe siècle, et qui va même être utilisé dans des séances spirites pour matérialiser et représenter des fantômes, des esprits de défunts. Oui, ça fait penser à l'ombromanie que vous pratiquez aussi, mais qui a un côté très enfantin, avec des gestes avec la main, c'est très joli. Mais est-ce qu'il y a quand même la question de la peur qui se pose, de l'effroi, parce que ça peut inspirer un artiste, mais ça peut aussi effrayer? Vous avez un vécu avec ça? L'installation qui est présentée en haut a été au début très effrayante pour les tout petits, qui vont souvent aussi avoir ces effets de sensation de présence qui peut-être nous échappent après un certain âge, mais qui vont incarner très très fortement ou projeter en tout cas très fortement des sensations, des sentiments de présence sur des éléments très éphémères et volatiles comme les ombres, des traces, etc. On a eu cette petite expérience-là justement sur cette installation autour des ombres. Il y a toujours un peu derrière la question de est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Je pense qu'il y a une partie aussi là des rires parce qu'on se dit que c'est pas vrai, donc du coup on est un peu en train de le regarder avec un double regard. Et en même temps, il peut y avoir justement le mentalisme au départ, il peut y avoir aussi dans certains cas une difficulté pour un public occidental, par exemple, même à accepter le fait que c'est truqué. On a souvent de spectateurs qui ont presque du mal à croire quand un mentaliste leur dit que c'est une illusion et qu'il n'a pas réellement
Alors, on aurait du mal à croire qu'ils lisent dans nos pensées, mais on a beaucoup d'envie ou de facilité à croire qu'ils lisent des micro-expressions de notre visage, par exemple, ou dans des signaux, dans des logiques de PNL, etc. On s'est même retrouvé il y a une semaine de ça, je pense, pour une autre conférence ici, où on expliquait avec Yann Frisch, je ne sais pas s'il y avait des gens dans la salle, mais on expliquait avec Yann Frisch. Donc c'est quelqu'un qui fait de la magie avec des cartes. Voilà, exactement. On expliquait des logiques de relâchement d'attention, par exemple. J'explique très très rapidement, mais qu'on peut maîtriser le fait qu'un public entier relâche son attention au même moment, en même temps, en faisant respirer le public à l'unisson et en gérant le moment où il est attentif. Et donc on suit un fil et puis on peut breaker, si on peut dire, et on reprend. Mais notre cerveau connecte, puisque justement il a relâché son attention, il n'en a pas conscience, donc il connecte les deux et il fait comme un raccord, il a l'impression d'avoir vu un moment complet. Si l'ensemble du public le fait en même temps, ce qu'on a fait comme expérience la dernière fois, personne ne peut témoigner du fait qu'il y a un moment donné qu'on a loupé d'une vingtaine de secondes, c'est quand même assez long, puisque tout le monde a l'impression d'avoir vécu le même moment et se refait le même film quand on lui en parle. Donc même les questions qu'on avait des membres du public l'été avaient presque du mal à croire, alors qu'on expliquait la technique. Je veux dire, on leur expliquait réellement comment ça marchait. Et c'est vrai que c'était impressionnant. Il y a cette difficulté des fois à croire. On aime beaucoup l'idée qu'on est manipulable, mais on n'aime pas beaucoup l'idée le fait de le vivre. Donc et là où il y a effectivement des endroits un peu pas de peur, mais disons que ça vient nous chercher, c'est qu'effectivement plus on creuse cette question-là, plus on se rend compte que les techniques de manipulation en psychologie qu'on utilise en magie s'appuient sur le sentiment de liberté. Plus les gens se sentent libres, plus ils sont manipulables. Ça renvoie un petit sentiment de peur, effectivement. Quand ça vient nous chercher, pas à l'endroit du spirit, mais voilà, ça vient nous questionner, évidemment, sur un endroit un peu citoyen, disons, sur comment est-ce qu'on se situe sur des outils comme ça de manipulation. Alors on va continuer à parler un petit peu d'anthropologie et on va peut-être voyager jusqu'au Mexique. Donc toi, Valentine, tu as vécu 3 ans auprès de la population Lacandon dans le Chiapas. Et en tant qu'anthropologue, mais aussi en tant que magicienne, qu'est-ce que finalement ces personnes, cette culture, cette contrée t'a appris dans ta perception du réel, dans ton rapport à la magie? Parce que je crois que tu dis que des choses qui sont magiques pour nous ne le sont pas pour d'autres et inversement. On change de cosmologie, on change peut-être plus que de vision du monde, et donc le réel lui-même change. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton expérience là-bas? De mon côté, j'ai eu un accès assez particulier à cette culture, donc, qui sont les Hatchwinik, qui sont un petit groupe maya qui vit dans la forêt à la frontière entre le Mexique et le Guatemala. Et en fait, je souffre d'une maladie chronique de la vue. J'étais aveugle pendant 2 ans. Et c'est dans ces conditions que j'ai abordé ma première rencontre avec cette population. C'est-à-dire que j'étais malade et je suis partie sur le terrain. Raphaël était là et m'a accompagnée, sinon ça n'aurait pas été possible du tout. Mais c'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré pour la première fois cette population. Quand je suis arrivée là-bas, c'est un endroit assez reculé. J'avais été guidée par des vieilles lectures ethnographiques, mais qui dataient des années 40 de Jacques Soustel, donc qui étaient un petit peu difficiles à appliquer à la réalité de ce qu'était la topographie actuelle. Et je me suis perdue, on s'est perdu. En fait, on est arrivé après un détour dans la forêt de plusieurs heures. Et moi, donc, j'étais aveugle dans cette forêt. Et là, une des personnes de cette société est arrivée. Elle était en train de se promener dans la forêt. Et elle a tout de suite compris que j'étais aveugle, en fait, que je ne voyais pas. Et elle m'a prise par le bras et elle m'a conduite dans la forêt comme c'est une société qui pratique énormément la marche et la chasse dans la forêt, tous les individus partent plusieurs fois par mois pendant 3 ou 4 jours consécutifs, un peu dans n'importe quelle direction pour voir, comme ils disent. Voir, ça veut dire chasser et regarder en même temps.
Et donc, cette personne m'a emmenée et m'a décrit certains éléments de mon environnement. Et quand j'ai retrouvé la vue, et puis le fait d'avoir Raphaël avec moi donnait un contrepoint très intéressant, puisque les choses qui m'étaient décrites, c'était parfois des choses invisibles, des choses que soit je n'ai jamais fini par voir, soit que je ne sais pas comment voir, moi, avec mon regard ethnocentré occidental. Cette personne me racontait, par exemple, des chemins de société animale qui traversaient notre chemin, qui étaient invisibles aux yeux de Raphaël, ou des passages d'âme, des circulations d'âme, ou des maladies qu'elle voyait à certains endroits de la forêt, puisque dans cette société, les maladies sont des entités, justement quasiment des personnes avec qui on peut discuter, négocier, et surtout qu'on peut rencontrer au détour d'un chemin par malchance, puis qui vont rester avec nous, repartir avec nous. Donc certaines maladies se produisent juste parce qu'on a marché au mauvais endroit, au mauvais moment. Et donc tous ces éléments-là m'étaient comme décrits. Par chance, j'avais pu apprendre la langue avant d'arriver là-bas. J'avais étudié pendant 3 ans les langues mayas à l'INALCO. Et ça a été cette première expérience-là. Donc c'était déjà une expérience paradoxale dans un état modifié de conscience un petit peu. En tout cas, juste pour préciser, puisqu'elle était aveugle, il lui décrivait, mais il lui décrivait également en disant là il y a des arbres, là il y a le cours d'une rivière. Il décrivait l'ensemble de ce qui se passait comme d'une manière très humaine et empathique, de fait de la crocheter, d'aider quelqu'un d'aveugle comme ça. Mais dans l'ensemble de ce qu'il décrivait, il y avait le fait de dire bon bah là, les bruits qu'on entend, c'est les animaux ici, il y a le cours de la rivière, etc. Là, il y a un fantôme qui passe. Là, c'était dans ce flot-là. Voilà. Ouais, dans un flot de description normale, entre guillemets. Donc cette personne, j'ai appris par la suite qu'elle était malvoyante et qu'il y avait beaucoup d'aveugles dans sa famille, dans l'endroit où elle vivait. En tout cas, donc elle avait une grande expérience de comment est-ce qu'on marche dans la forêt, comment est-ce qu'on décrit les choses à des personnes qui sont privées du sens de la vue. Mais donc voilà, cette première rencontre s'est faite autour justement de cette question de l'invisible, ou en tout cas de description, de présence, auquel je savais que je n'allais pas avoir accès par le sens de la vue. Au fur et à mesure, j'ai poursuivi mes recherches là-bas. J'ai notamment beaucoup travaillé sur la notion de paysage, donc justement tout ce qui confine à la relation entre l'environnement et le sens et le visible, mais pas que. C'est une société dont certains membres vivent aujourd'hui en isolement volontaire. C'est une société qui a été très très privée de contact avec le reste du Mexique jusque dans les années 50-70. Donc on a des familles qui vivent en n'ayant jamais vu d'image. Puisque cette représentation, cette figuration, cette capacité de peindre, de dessiner, de faire de la sculpture, etc., n'est pas présente dans cette société. Cette société n'a pas de système de figuration. Donc c'est très mystérieux pour les gens extrêmement nourris à l'image que nous sommes et la culture très visuelle que nous sommes. J'avais très envie de travailler avec des effets de magie que j'allais pouvoir partager avec ces personnes afin de comprendre ce qu'elles pouvaient en ressentir ou en exprimer. Donc après beaucoup de précautions, etc., après 3 ans de travail et de contact avec des familles avec lesquelles j'étais très très proche, j'ai pu montrer quelques effets de magie avec des éléments. Donc ce qu'on appelle des tours de magie, banalement, chez nous. Oui, tout à fait. Des tours de magie avec des éléments que j'avais récoltés sur place, des pierres, des feuilles, des bâtons, des choses comme ça, puis d'autres éléments techniques que j'avais emmenés avec moi, évidemment. Donc je présentais plusieurs effets. Je présentais notamment un effet où je faisais léviter une petite pierre entre mes mains. Donc la pierre comme s'élève, si on peut dire, entre les mains et flotte. Et puis là, je ne peux pas vous la faire. Mais je suis sûre que si je le réalisais là devant vous, j'aurais quand même un petit waouh, ou au moins un petit oh et un petit ah.
En tout cas, ça ne sont pas des images qui laissent indifférents dans notre environnement culturel. Je présentais un tour où j'avais fabriqué une espèce de marionnette qui ressemblait à une sorte de souris avec des éléments de tissu que j'avais trouvé là-bas. Et donc, c'était pas vraiment de la magie à proprement parler, c'était de l'animation d'une figurine qui représente un animal. Et puis, je présentais un effet de disparition qui est très simple, que là, pour le coup, j'aurais pu vous faire là, mais qui est la disparition d'une petite pierre dans la main. C'est comme un tour de disparition de pièces. C'est un tour que, souvent, voilà, on sait faire. Il y a quelqu'un dans la famille qui vous a peut-être fait ce tour-là. Voilà, qui n'est pas considéré comme un miracle dans notre société. Et puis... ce qui était très intéressant, c'est que donc après les entretiens, après beaucoup de discussions avec les gens pour voir comment ils décrivaient ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient compris, ce qu'ils avaient peut-être ressenti, etc., je me suis rendu compte que donc, sur ces 3 effets que je représentais, pas une des personnes à qui j'avais montré les tours ne me parlait du tour de lévitation. C'est-à-dire, je disais, est-ce que tu peux me décrire ce qu'on a vu? Puis les gens me parlaient du premier effet, puis du 3e effet, mais pas du 2e. Et puis, quand j'insistais un peu, mais tu sais, le truc avec la pierre, alors il n'y a pas vraiment de mots pour décrire la lévitation dans cette langue-là, ou le fait de voler, où il n'y a pas de... Les oiseaux marchent, par exemple, ils ne volent pas. Enfin, il y a un mot qui était difficile, qu'on devait contourner, entre guillemets, pour décrire ça. Ben, ils avaient oublié. Ah oui, c'est vrai. Donc j'étais un peu déçue, évidemment, de l'efficacité de mon effet. Mais donc c'était comme s'il n'y avait vraiment aucune adhésion, il n'y avait même pas de souvenir, quoi. C'était comme si ça ne s'était pas produit. À l'inverse, le tour de disparition de la pierre était complètement... ça chamboulait absolument à chaque fois que je le montrais. C'est-à-dire qu'il était vraiment impossible pour les gens à qui je faisais ce tour-là, que la pierre ait disparu de ma main. C'était pas possible. Si la pierre n'était plus dans ma main, c'est qu'elle était ailleurs. Et si elle était ailleurs, c'est qu'elle s'était téléportée dans la forêt. Et donc, il fallait aller chercher la pierre dans la forêt. Et on partait avec les gens, et parfois on partait 2 heures, 3 heures à soulever toutes les pierres pour essayer de retrouver où s'était téléportée la pierre. Et j'avais ce malaise de l'ethnographe parce que j'avais la pierre dans ma poche, mais je ne voulais absolument pas interrompre le récit que me faisaient les gens. Et on a fini par trouver effectivement la pierre dans la forêt, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé une pierre qui ressemblait approximativement à celle que j'avais fait disparaître. On a décidé que c'était cette pierre-là, puis on est revenu et l'incident était clos. Mais il a fallu... terminer ce tour pour qu'il ne finisse pas par une disparition. Et puis, en creusant un petit peu, je me suis rendu compte que c'était vraiment lié aussi à cette manière dont les Mayas conçoivent vraiment cet environnement cosmologique. C'est-à-dire que la notion de lévitation n'existe absolument pas dans cette société. Le fait de s'élever, ça n'est pas quelque chose non plus qui est présent. Pour les Mayas, on a vraiment... Le monde est fait de strates, avec un inframonde et le monde dans lequel on vit, puis un autre monde qui est le monde céleste, où vit une autre forêt. Pareil dans l'inframonde, il y a une autre forêt. Et en fait, on ne peut absolument pas communiquer entre ces strates-là. Il n'y a pas d'éléments de communication possible. On ne peut pas ni parler à la forêt du dessus, ni parler à la forêt du dessous. Et la même chose pour ces deux autres mondes-là. Et du coup, tout ce qui, en fait, le monde est une sorte de millefeuille à tel point que les étoiles sont décrites comme étant les pieds des poteaux des maisons que les gens du dessus ont planté dans la forêt du ciel. Donc c'est vraiment, il y a cette idée de strates complètement séparées les unes des autres. Et toute idée de connexion est absolument effroyable, en fait, justement, dans cette société. Par exemple, dans cet environnement dans lequel on trouve tous les animaux et insectes les plus venimeux et dangereux du monde, le serpent botrox, des araignées, des abeilles tueuses, et puis tous les animaux sont surprenants. Là-bas, le seul animal qui est craint par les Mayas dans ce groupe-là, c'est les taupes.
parce que les taupes creusent des galeries dans la terre et donc sont suspectés de peut-être établir une connexion avec l'inframonde. Donc je pense que dans notre société qui, à l'inverse, et on retrouve beaucoup ça en Inde d'ailleurs, le thème de la verticalité, le poteau cosmique, l'escalier d'or ou l'escalier de verre bouddhiste, les lévitations christiques, le fait que même l'expression des sentiments soit étagée, si on peut dire, entre le fond du trou, le fond de l'abysse, le fait d'être au plus bas et le fait d'être au sommet, et de se sentir tout en haut et de se sentir pousser des ailes, etc. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un motif de connexion possible qui est établi dans notre culture, qui probablement explique le sentiment magique qui se produit quand on voit cette lévitation effectivement se réaliser. Mais si tout cet environnement cosmologique n'est pas là, en fait, même si on voit une lévitation, puis on ne comprend pas, parce que je leur disais, mais est-ce que c'est peut-être parce que vous savez comment ça fonctionne? Non, c'est peut-être parce que vous avez déjà vu ça. Parce que c'est vrai que dans la forêt, on a souvent des illusions avec des objets en suspension, des toiles d'araignée ou d'autres fibres quasiment pas perceptibles. On va souvent voir des feuilles en lévitation, des choses comme ça. Non, c'était pas ça non plus. C'était pas qu'ils comprenaient pas ou qu'ils avaient jamais vu. C'était juste que tout simplement ça ne les intéresse pas. Ça n'a aucun impact sur ni leur perception de la réalité, ni un sentiment d'un événement extraordinaire qui se produirait à ce moment-là. Donc la magie dit beaucoup de l'endroit où elle se produit, ou au contraire où elle ne se produit pas. Peut-être avant de passer la parole à la salle, on aurait pu parler un petit peu quand même d'Haïti. Je crois que vous avez un petit peu étudié le vaudou en Haïti. Enfin, vous avez rencontré des personnes qui pratiquent ce qu'on appelle le vaudou. Et puis en Inde, vous disiez tous les trois, je crois, qu'il y a beaucoup de magie de rue là-bas. Qu'est-ce que c'est que la magie de rue et comment elle inspire la magie spectaculaire ou traditionnelle occidentale? Parce que notre magie à nous viendrait de là-bas. Eh ben, je vais répondre plus sur la magie de rue indienne que je connais un petit peu mieux, mais qui fait aussi des passerelles avec le travail d'Emmanuel dans une certaine manière. En Inde, il y a cette tradition de magiciens de rue qui sont donc des groupes où la transmission des tours de magie se fait de manière patriarcale. Et ce sont des groupes qui vivent, ce sont des villages en fait itinérants d'artistes de rue dans lesquels on a des familles de contorsionnistes, des familles de marionnettistes, des familles de musiciens, des familles de danseurs et des familles de magiciens. Et tous ces individus ont été comme assimilés en tant que caste par la colonisation britannique, mais en tout cas appartiennent à une même tradition, si on peut dire. Tous ces artistes vont se déplacer dans les grandes villes, puis s'installer à la périphérie d'une grande ville et aller performer dans la rue de manière totalement clandestine dans la journée, recueillir un peu d'argent et repartir ensuite chez eux. Et donc les magiciens de rue indiens sont souvent commencent très très jeunes, donc on a souvent beaucoup d'enfants qui vont juste avoir un tout petit sac dans lequel ils vont avoir tout leur petit attirail, qui vont arriver dans la ville, vite faire leur tour. On a souvent des tours de bonto, par exemple, vous savez, les balles qui disparaissent sous les gobelets, où on a des tours de disparition de pièces ou ce genre de choses. Des tours, il y a un répertoire en fait de 21 tours, c'est très précis, qu'ils performent en échange d'une petite pièce, et puis vite ils vont remballer leurs affaires parce qu'ils sont poursuivis par la police à longueur de journée, parce que c'est considéré comme une activité illégale en Inde. Et il se trouve que ces magiciens de rue sont aussi ceux qui ont inventé et pratiqué les tours les plus extraordinaires du répertoire de la magie artistique, comme le tour de la corde hindoue, par exemple, dont on a un imaginaire, je pense chez nous, vous savez, cette corde où un magicien joue de la flûte et la corde va s'élever dans les airs. Puis en fait, il y a un enfant qui va grimper sur la corde, qui va disparaître en haut de la corde va retomber. Il y a des versions absolument mythiques dans lesquelles des tigres arrivent, mangent l'enfant, le magicien se rue sur le tigre, ouvre le ventre du tigre, fait ressortir l'enfant, etc. Enfin, c'est des tours de magie qui sont des miracles absolus, des récits incompréhensibles pour les magiciens occidentaux, notamment
le tour du manguier qui pousse à vue d'œil aussi, où on voit un manguier pousser progressivement, puis fleurir, puis faire mûrir des fruits, et les fruits sont distribués au public. Wow. Puis ce qui est fascinant, c'est que ces tours sont performés dans la rue, en circulaire, avec la lumière du jour, par des gens qui aussi ne disposent pas de moyens techniques pour les réaliser. Donc voilà, pardon, je dépasse peut-être un petit peu le temps, mais c'est une pratique absolument passionnante, et le voyage de ces artistes, qu'on trouve aussi d'ailleurs dans la musique et dans l'histoire de la contorsion, a nourri énormément la pratique de la magie artistique occidentale. D'accord. Et peut-être très très vite, juste pour dire que très souvent l'explication, parce qu'on parlait justement on suppose, quand les gens cherchent une méthode, pour le coup, l'explication donnée par le grand public, dans le sens en Occident, on aurait tendance à dire il y a des miroirs, ou il y a des trappes, ou c'est dans la Manche, ou un imaginaire un peu large, on ne sait pas vraiment, mais on se dit que ça doit être quelque chose par là. Là, pour le coup, c'est l'hypnose. Là, pour le coup, ce qu'on nous dit, c'est que le magicien a hypnotisé la salle, et on a cru qu'il avait coupé quelqu'un en deux, ou qu'il avait fait disparaître un objet, etc. Donc c'est la méthode collectivement admise serait qu'il a hypnotisé toute la salle. Et toi, Emmanuel, du coup, tu continues tes recherches en Inde. Tu es toujours sur ces terrains-là de l'hypnose, ou est-ce que tu t'intéresses aussi à la magie? Est-ce que tu as été en contact avec justement ces magiciens de rue qu'évoque Valentine? J'ai pas mal travaillé sur les trucages appliqués aux divinités sur les plateformes rituelles. Mais il y a plusieurs années déjà, j'avais écrit un livre qui s'appelle Dieu et robots, qui est beaucoup sur les théâtres de divinités, qui sont avec des automates, des espèces d'animatroniques comme ça, des dieux. Et on utilise énormément de trucages, qui sont presque des trucages de scène, quasiment pour faire apparaître les dieux et ça. Et il y a toute une conception derrière des dieux comme des machines, et où on voit que je dirais la différence entre la réalité, le trucage, et puis le droit qu'on s'arroge de truquer les divinités, en fait, quelque chose qui n'est pas du tout, en Inde, extrêmement accepté et acceptable, et qui ne le serait pas du tout ici, si on touchait à l'image du Christ, de Dieu. Voilà. D'accord, le sacré n'est pas non plus le même endroit. J'étais intéressé à ça, la perméabilité de l'hindouisme à cette espèce de culture du trucage. D'accord. Qui existe aussi, par exemple, aux États-Unis. Nous, on avait été très surpris de ça. Il y a ce qu'ils appellent la gospel magic, qui est donc l'équivalent du gospel musical. Donc, c'est d'utiliser des tours de magie pour promouvoir la religion catholique, mais de manière avec des bougies qui s'allument toutes seules, des livres qui prennent feu, et tout ça, de manière assez. Il y a des catalogues dans les revues de magie, etc. Ils ont le fait d'utiliser vraiment de manière assez ouverte, le fait alors que même qu'ils jouent sur une espèce d'ambiguïté, évidemment, sur ce double chemin un petit peu comme ça. Il y a effectivement des cultures qui ont été étudiées. On parlait de Graham Jones un peu plus tôt entre nous, qui est un chercheur qui a beaucoup étudié ce genre de pratiques-là assez intéressantes, parce qu'effectivement, en Europe, par exemple, effectivement, ce ne serait pas du tout accepté à chaque fois que les gens sont un peu frottés à ça. Oui, et puis moi, je ne sais pas si je peux raconter ça, mais c'est quand on a fait ce robot du dieu Ganesh, c'était une drôle d'expérience, qui a donné lieu à un film qui s'appelle Ganesh Yourself. Et donc on a créé avec un ami artiste qui s'appelle Zaven Paré une espèce de robot comme ça, très low-tech, avec une webcam. Il y avait une personne qui était derrière, et dont le visage pouvait être projeté dans le robot. Et on avait demandé à des gens d'incarner Dieu, au fond, et donc il y avait des espèces de scènes d'interaction dans la rue qui se faisaient. Et ce qui était drôle, c'est que on nous a jamais dit que c'était non seulement un blasphème ou voilà, mais la question pour les gens, c'était plus qu'est-ce qu'on gagne à avoir la divinité dans un autre support
qu'une idole en pierre, donc incarnée en fait. Et qui a le droit d'incarner Dieu? Voilà. Donc les gens se posaient des questions sur le dispositif, quel usage on pourrait en faire et tout ça, mais ça faisait partie du répertoire parce qu'il y a un répertoire de modes d'incarnation des dieux qui est extrêmement riche en fait en Inde. Et donc c'était pas du tout vécu comme une sorte de blasphème. Donc c'est là qu'on voyait qu'il y avait une ouverture pour effectivement des tas de modes d'incarnation, de représentation qui n'étaient pas du tout acceptables ici, quoi. On trouve la même chose en Haïti aussi, beaucoup dans les temples vaudous, où il y a énormément de trucages qui sont mis en place, notamment des trucages assez complexes avec des souffleries de flammes dans des chambres réservées à des incarnations d'esprit. En travaillant un petit peu avec ces mambos, donc ces prêtresses vaudous et puis ces prêtres vaudous, les Ougans, et en discutant avec eux, on se rendait compte aussi à quel point la notion de trucage n'est pas du tout problématique, n'est pas du tout considérée comme une usurpation de quelque chose ou une atteinte à l'intégrité des divinités, des esprits auxquels on s'adresse, mais au contraire comme un élément qui forme partie de l'état rituel dans lequel on essaye de placer les croyants. Et donc on discutait de techniques de magie avec des prêtres et des prêtresses vaudous, en toute simplicité, des trucages de tours de cartes, des choses comme ça. Et pour ces personnes-là, c'était très évident que nous, les magiciens, et eux, on faisait le même métier. En fait, on utilisait des trucages pour créer des sortes d'états modifiés de conscience, si on peut dire, puisqu'il y a une grande pratique de la transe dans les rituels vaudous. Et donc, il y a toute une mise en place de trucage, si on peut dire, pour aboutir à cet état-là. Ça rejoint la question de l'hypnose aussi. L'hypnose, la transe, c'est assez proche. On a presque fait le tour un petit peu des trois mots qui structuraient cette conversation. Est-ce qu'il y a des questions de la salle autour de l'hypnose, de l'anthropologie, de la magie? Alors il y a des questions devant. Je rebondis juste sur ce que tu viens de dire. Quand tu dis que c'est tout à fait normal pour les prêtresses vaudou et les prêtres vaudous de parler de technique, en gros, que ça fait partie du rituel, pour les gens qui... je ne sais pas les spectateurs, mais pour les croyants qui viennent voir les rituels, ils sont au courant, ils n'en parlent pas, ils en parlent, comment ça marche? Et ben, là, je parlerai vraiment que du vaudou urbain de la région de Port-au-Prince. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est généralisable à l'ensemble du vaudou. Je pense qu'il y a une forme d'ambiguïté, mais qui n'est pas problématique. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des personnes qui, en quelque sorte, y croient, et d'autres qui savent que des trucages sont employés. Mais c'est vraiment comme si cette distinction n'avait pas vraiment d'importance, puisqu'à la fin, ce qui a d'importance, c'est l'efficacité du chemin qui mène à la transe. Et donc, à partir du moment où on atteint l'état de transe dans certains rituels, le chemin pour y arriver n'a vraiment pas... Il n'y a pas de jugement moral ou une distinction entre une pratique séculaire, une pratique rituelle ou thérapeutique. Mais je ne suis pas sûre que tout le monde sache qu'il y a des trucages qui sont vraiment employés. Notamment, j'ai vu des trucages assez élaborés dans des endroits où je n'ai pas trouvé ça. Par exemple, il n'y a pas de magie artistique, donc on ne peut pas trouver vraiment d'équivalent. C'est vraiment des trucages qui ont été designés, dessinés spécialement pour ces lieux de culte. Je ne suis pas sûre que tout le monde sache, mais je pense que tout n'est que ramené à l'efficacité de la transe et de savoir si la transe a pu se produire ou pas. Peut-être pour préciser, c'est que quand ils parlaient de la même manière qu'ils disaient on peut utiliser des trucages, dans ce panier-là, si on peut dire, de trucage, ils mettaient le fait d'utiliser, de taper sur des outils de percussion, des tambours ou quoi, en disant si on crée un rythme, ça va aider les gens à rentrer dans un état de transe. Pour eux, ils le mettent dans la catégorie des trucages qu'ils utilisent, qui je pense serait quelque chose qu'on accepterait plus facilement en Occident, de dire ah bah oui, on a besoin de ça comme un outil pour accéder à ça, sans remettre en cause l'état dans lequel on arrive, tout en considérant qu'il y a besoin
d'une aide que eux considèrent comme un trucage. Donc, est-ce que l'endroit, donc quelque part, le fait qu'il y ait d'autres formes d'outils qui viennent aider à arriver à ça sont effectivement un peu poreux parce qu'il y a quelque chose de difficile à identifier chez nous, mais qui est accepté parce que l'ensemble de ça relève comme d'un grand amas de techniques sur lesquelles ils peuvent s'appuyer tant qu'ils arrivent à leur fin, si on peut dire. La personne qui le fait, mais la personne évidemment qui vit l'état également. Par exemple, dans ces temples, il y a souvent des œuvres d'artistes contemporains qui sont des œuvres très élaborées autour du thème du vaudou, mais qui sont vraiment des œuvres d'artistes contemporains qui sont vraiment à l'articulation de l'art et de la tradition vaudou. On peut en voir quelques-unes en ce moment au musée du Quai Branly à l'exposition Zombie d'ailleurs. Mais l'utilisation de ces œuvres d'art, qui sont souvent des figures très spectaculaires, un peu inquiétantes, là on parle d'effroi aussi beaucoup, avec des effets de personnes sur ces statues et leur éclairage, font partie des méthodes employées par les prêtres et les prêtresses pour générer une forme d'état un peu d'inquiétude, mais qu'on pourrait qualifier d'artistique tout aussi bien. C'est vraiment comme si des artistes avaient cherché à créer une atmosphère rituelle dans une installation. Et ce sentiment-là fait partie des outils que les prêtres et les prêtresses considèrent comme étant des trucages pour favoriser la transe. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'était à propos des chasseurs de fantômes, pour savoir quelle est leur motivation, qu'est-ce qu'ils cherchent en allant là. Parce que souvent, quand on parle des chasseurs de fantômes en nous, c'est les gens qui doivent exorciser une maison ou quelque chose comme ça. J'ai pas l'impression, enfin en ayant vu le film, qu'ils allaient là pour les faire partir. Donc, quelle est leur motivation? C'est pour avoir une rencontre ou il y a autre chose derrière? Alors, en fait, ils sont assez jeunes, mais c'est des ingénieurs. Donc, il y a beaucoup de gens qui font ça par curiosité, parce qu'ils s'intéressent à ce qui se passe aux frontières de la science ou du visible. Et en même temps, alors, ils ont créé une espèce d'agence, parce que beaucoup de gens les appellent chaque fois qu'ils ont des impressions de présence ou il se passe des choses dans des maisons, voilà, des portes qui claquent, des choses comme ça. Donc là, ils y vont et ils offrent leur service de manière assez gratuite d'ailleurs, pour essayer de retrouver la cause, la source de ces phénomènes. Et la plupart du temps, en 80% des cas, ils font refaire le réseau électrique, tout ça parce qu'on considère que les champs magnétiques ont tendance à produire des hallucinations et tout ça. Et du coup, ils font ce travail-là. Et puis, dans pas mal de cas aussi, il y a un prêtre qui peut venir pour un rituel. On considère que les fantômes sont en fait c'est des gens qui ont raté leur réincarnation et qui reviennent parce qu'ils sont trop attachés à la vie ou qui sont mal morts souvent. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est leur donner à manger et leur donner ce qu'ils veulent pour pouvoir les faire partir. Donc il y a des rituels qui se font, comme il y a des rituels au moment du deuil pour faire en sorte que les âmes se détachent du corps et aillent se réincarner correctement. On fait la même chose à l'autre bout de la chaîne, en fait. Dans les maisons, chaque fois que les gens ont des impressions de présence ou des choses comme ça. Donc c'est un travail, en fait, un double... Enfin, disons qu'il y a à la fois un travail de recherche et de curiosité, parce qu'ils poursuivent comme ça une espèce de recherche un peu paranormale, si vous voulez, et en même temps ils font ce travail qui est d'assainissement, si vous voulez, des présences invisibles. Une autre question? Est-ce que vous avez vu dans des cas pour des spectacles ou thérapeutiques des gens qui n'étaient pas réceptifs du tout, sur qui ça ne marche pas? Dans le thérapeutique, oui. Alors là, il y a des gens chez qui ça marche à différents... Enfin, dans le film, il y en a chez qui ça marche très bien, et qui sont plongés dans un état, même sans aucune suggestion, par sous hypnose comme ça. Et puis il y en a d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis souvent, on sait pas trop... On a remarqué, parce qu'on a mis quand même pas mal de gens dans cet état, que c'était
complètement imprévisible. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a des gens qui font des bons sujets d'hypnose, et puis en fait, pas du tout. Et c'est pas du tout les gens qu'on croit. Voilà. Et alors, dire que les gens qui sont un peu intellectuels et tout, ils ont quand même un problème pour lâcher prise, quoi. Donc mais il y a aussi des techniques là aussi pour faire lâcher prise à des gens qui résistent. Enfin, alors ça peut marcher plus ou moins. Il y a un cas dans le film où justement ça marche pas du tout, où l'hypnotiseuse est dans une espèce de enfin je raconte plus dans le livre, où elle essaye tout, ça marche pas. Le type reste bloqué dans le cosmos quelque part sans aucune image. C'est un astrophysicien. Il est hyper content d'être dans le vide, en fait, suspendu, et elle n'arrive pas, l'hypnotiseuse, à lui faire démarrer un film qui aurait une sorte de valeur même thérapeutique. Impossible. Et ça la met dans tous ses états. Elle a l'impression d'être aux limites de sa méthode. Donc il y a des cas comme ça, et beaucoup de gens en Inde qui ne croient pas du tout à l'idée de vie antérieure, parce qu'il ne faut pas croire que tout le monde est très acquis à cette idée. Il y a beaucoup de gens pour qui ça ne pose pas de problème, mais il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'on ne sait pas ce que ça veut dire et tout. Et du coup, elle ne leur dit pas qu'ils vont aller dans leur vie antérieure, mais que c'est comme beaucoup d'hypnothérapeutes font ici, c'est-à-dire que c'est un exercice créatif, on se dit de visualisation, quoi. Et donc ça aussi, ça marche, en fait. Donc on peut avoir cette autre approche qui est très rationnelle ou très rationaliste, quoi, et qui fonctionne, enfin. On parle beaucoup de techniques de visualisation. Alors, est-ce que ce type de thérapie peut marcher sur les personnes qu'on appelle des aphantasiques ou des blind minds, c'est-à-dire cerveau aveugle, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas visualiser? En réalité, ça joue sur des mécanismes de visualisation, d'imagerie mentale interne et de sensations, alors qui sont... ça réveille des capacités de sensibilité qu'on n'a pas forcément dans un état normal. Et alors, qui sont de l'ordre des sensations et des images, évidemment, mais des images qui peuvent être extrêmement... alors, ça peut être très clair pour certaines personnes, mais souvent, c'est extrêmement brouillé. Et voilà. Et donc, les aveugles ont des images. Oui, mais il y a des... Oui, mais il y a des gens qui n'ont pas d'image. C'est-à-dire qui n'ont pas d'image. Moi, je ne sais pas. Voilà. Dans la tête des gens, c'est-à-dire que ça s'appelle la fantaisie. Ouais. Ça s'appelle aussi l'esprit aveugle, blind mind. Et c'est très très compliqué, même de travailler en sophrologie pour ces gens-là. Et je me demande si la thérapie d'hypnotisation, etc., peut marcher sur ces gens-là, sachant que l'hypnose ericksonienne ne fonctionne pas déjà, par exemple, qui est à base justement d'images où on vous demande de visualiser des choses. Alors, ouais, moi, je peux pas vous répondre parce qu'en réalité, je sais pas, j'ai pas l'impression que, l'hypnothérapeute avec qui j'ai travaillé, en tout cas dans le groupe de gens qui ont été sous hypnose, il y a eu une personne il y a deux personnes qui n'avaient pas d'image. Enfin, une personne qui restait bloquée comme ça dans le cosmos, mais qui n'avait pas de problème, je dirais, voilà. Et une autre qui voulait pas fermer les yeux et qui disait que on pouvait pas la mettre sous hypnose et voulait pas fermer les yeux. Elle dormait jamais, etc. Enfin bon, bref, voilà. Mais on n'a pas eu personne qui était dans le cas que vous décrivez. Mais ce que j'ai compris, moi, de la pratique, c'est que en fait, c'était quand même beaucoup de l'ordre des sensations et qu'on était avant les images. Vous voyez, donc ça peut provoquer un film, et ça c'est quand même assez génial quand l'hypnothérapeute devient presque une machiniste de cinéma. Elle dit voilà, regardez à gauche, ouvrez la porte, etc. Là, il y a un film qui se déroule. Mais il y a aussi, en fait, en réalité, ça pourrait se dérouler sans image, parce que
c'est de l'ordre de l'expérience corporelle, sensible, sensorielle, si vous voulez, et de l'ordre de la suggestion. Si vous voulez, c'est mental, mais c'est avant les images. On est dans quelque chose comme ça. Donc voilà, si vous pouvez avoir des images claires, mais vous pouvez aussi ne pas avoir d'images très claires, mais avoir quand même des sensations. Donc c'est voilà, un film sensitif. Enfin. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être une toute dernière, non? Je me pose une question en tant qu'artiste, du coup, de la place de l'art dans ces phénomènes, et du coup, comment se positionner en tant qu'artiste là-dedans, et pour vous, quelle est la fonction de l'art, donc de rendre visible aussi ces phénomènes, comment vous vous positionnez là-dessus? C'est pas évident de faire une réponse courte là-dessus, mais à notre endroit à nous, c'est aussi parce qu'on est un endroit d'artiste en tant que magicien. Évidemment, un peintre, un romancier, etc., un musicien peut se positionner de différentes manières par rapport à ça. Et tout un tas d'artistes, tout un tas de courants artistiques se sont et s'emparent encore aujourd'hui de ce genre de démarche-là. Dans notre cas à nous, je pense que c'est qu'on se nourrit beaucoup des questionnements anthropologiques pour affiner, si on peut dire, la pratique de ce qu'on appelle donc la magie nouvelle, de ce langage artistique qui s'appuie sur la magie, pour essayer de comprendre au mieux à qui on s'adresse, selon les endroits dans le monde où on est, les cultures, et pour aller aussi trouver quelque part d'autres images, justement, d'autres possibilités, hein, dans le sens que le fait même d'avoir un langage dont le principe même c'est de représenter ce qui n'existe pas, si on peut dire, puisque c'est ce qui ne serait pas le réel, peut être un exercice assez difficile quand on commence. Et il y a la même question sur la représentation des extraterrestres, par exemple, qui sont très souvent anthropomorphes quand le langage graphique ou cinématographique ou de bande dessinée ou quoi essaie de représenter ça. On est très souvent sur des entités anthropomorphes ou zoomorphes parce que c'est assez difficile quelque part d'imaginer autre chose. Donc le fait d'aller de temps en temps, ne serait-ce que se confronter à d'autres imaginaires, à d'autres cultures, nourrit en fait évidemment beaucoup ça et apporte également des espaces sensitifs et des espaces de recherche d'émotions qu'on peut aller chercher chez le public à un endroit qui vient dépasser le culturel, mais qui fait que finalement s'adresse à des humains qui peuvent aller ressentir ça, mais dans un contexte culturel, on n'était jamais allé chercher cette zone-là. Et c'est particulièrement le cas dans notre discipline où il y a une lourdeur historique assez importante qui est liée à la religion catholique et qui est liée à l'Inquisition et à la question de la chasse des sorcières, qui a du coup généré le fait que pendant que d'autres arts étaient subventionnés par l'Église, la magie était pourchassée par l'Église. Donc c'est qu'à la moitié du 19e siècle qu'on a pu avoir des gens qui se représentaient sur scène dans un contexte officiel en tant que magicien. Et très rarement en tant que magicienne à ce moment-là, c'est resté du coup. Et la possibilité même de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut ressentir, de ce qui est reçu comme étant, disons, sociologiquement attendu, a été très longtemps limité à ça. Ça a généré, par exemple, le fait de faire au départ, pendant très longtemps, des effets de magie dans les cabarets et musicaux dont on parlait avant, vidés de leur sens, quelque part. Ça a fait justement que on peut se retrouver à voir des artistes sur scène, sur des magiciens dont l'essentiel de la magie de grande illusion, ce qu'on appelle la grande illusion, consiste narrativement en la torture de femmes. C'est des femmes coupées en deux, les femmes coupées en trois, ce qu'on appelle le coffre aux épées. On met une femme dans une boîte, on met des épées, etc. On enlève la tête, etc. 80% à peu près du répertoire de la magie sur scène au départ, narrativement, c'est de la torture féminine.
ou un féminicide. Et qui s'ajoute avec le fait de ressusciter, ou en tout cas de redonner vie, etc., pratiqué par un homme sur une femme. Avec une insouciance de la part des artistes qui font ça sur le signifiant de cette chose-là, et même de la part du public qui finalement accepte encore aujourd'hui, y compris post-MeToo et tout ça, le fait que cette chose-là soit pratiquée. Quand il y a eu des rejets du public, c'est quand on faisait ça sur des animaux, quand on a fait une colombe coupée en deux, ou un cheval, etc. Mais il y a eu donc les endroits où comment est-ce qu'une discipline à ce point forte qu'est la magie du point de vue du dépassement du réel a pu être à un moment donné presque vidée de ses signifiants, parce que justement le signifiant était au départ tellement lourd qu'il y a eu une censure qui a duré plusieurs siècles, qui fait que la manière de le faire a été au départ presque d'en faire juste un puzzle, d'en faire un truc, on se dit comment ils font, comment ça marche, et pas qu'est-ce que la personne essaie d'exprimer à travers ce langage-là. Donc de fait, aller rechercher l'ensemble de ces pratiques-là, qu'est-ce qui relie et qu'est-ce qui rejoint toutes ces personnes qui se disent magiciens et magiciennes, que ce soit de la magie religieuse, rituelle, médicale, traditionnelle, moderne ou nouvelle, qu'est-ce qui fait qu'on utilise le même mot dans beaucoup, beaucoup de langues, nous intéresse et nous nourrit beaucoup. Bon, mais merci beaucoup. Je pense que c'était vraiment une belle exposé, très intéressant. Merci à vous trois. Merci à vous. Et on peut se retrouver au bar, bien sûr.